alphabétique. Mais on va commencer par Najib Aksbi. Najib Aksbi, je présenterai les intervenants au fur et à mesure. Najib Aksbi est professeur à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Ses travaux de recherche et ses publications s'inscrivent dans une approche que j'appellerais une approche en termes d'économie politique, voire de critique de l'économie politique. Ces travaux portent beaucoup de travaux. Hein. Tous les intervenants sont des chercheurs très productifs en termes d'articles et de publications. Je vais juste mettre l'accent sur les préoccupations de recherche des invités qui sont les plus importantes. Najib Aksbi, ses travaux portent sur les politiques publiques, budgétaires et fiscales notamment, sur les politiques structurelles, surtout dans le domaine agricole. On connaît ses travaux prolifiques sur le plan agricole, le plan Maroc vert. Il a écrit beaucoup sur des textes qui comptent pour analyser en profondeur le plan Maroc vert, ses évolutions, etc. Et sur les accords, évidemment, de libre-échange. Il a fait beaucoup de travaux également sur le libre-échange. Najib Aksbi, je suis très heureux de t'avoir finalement au sein de la commission pour éclairer les membres. Je te laisse la parole. Donc c'est 15 minutes, c'est ce qui est indiqué à tous les intervenants, sachant que après avoir fait le tour des intervenants, je donnerai la parole aux membres de la commission pour des questions et évidemment vous reviendrez tous pour répondre aux questions des membres de la commission. Najib, à toi. Bien, merci cher ami. Merci chers amis de la commission. Je pense que un remerciement s'impose pour avoir peut-être tout de même fini, je dirais, par décider d'écouter les économistes. Je pense que c'est une très bonne initiative, d'autant plus que malheureusement, vous le savez bien, nos responsables, l'État de manière générale, vous savez, les économistes sont peut-être très divergents entre eux, mais je pense que l'État marocain, en tout cas, a pris la fâcheuse habitude de ne même pas les écouter, préfère s'adresser à des experts internationaux, souvent pour venir nous dire ce que nous savons déjà. En tout cas, c'est une très bonne initiative. Alors je vais peut-être, avant d'aborder mon propos, faire deux observations préliminaires très rapidement. La première, c'est que, ben oui, mon propos d'économiste s'inscrit dans le champ de l'économie politique. Hein, de l'économie politique, c'est-à-dire son champ, je dirais, originel, hein, celui que n'aurait jamais dû quitter. Et quand je dis tel que ça a été conçu par les premiers classiques, hein, quand je parle de classiques, je ne parle pas simplement de Mill, de Ricardo ou de Smith, hein, je parle aussi de Marx et de ses disciples. En clair, l'économie politique, c'est l'articulation entre le politique et l'économique. Hein. C'est l'articulation entre l'État et le marché. C'est la vision qui permet d'analyser les interrelations entre les choix, les décisions politiques et leurs interférences avec les phénomènes économiques. Donc, d'entrée de jeu, je situe effectivement le champ de mon intervention. Et la deuxième observation, elle est très très rapidement, je pense que mon point de vue, j'ai déjà exprimé sur la question de cette appellation de modèle de développement, très honnêtement, je ne trouve pas qu'elle est très heureuse. J'ai déjà eu à expliquer, donc je ne vais pas revenir là-dessus. En tout cas, je pense que le plus important, au-delà des titres et des mots, le plus important, c'est qu'en fait, ce dont on va parler, ce n'est pas tant de modèles qui auraient échoué ou réussi, mais de choix. Le fond du problème, effectivement, comme ça a été bien précisé dans l'introduction, oui, le fond du problème, c'est
les choix qui sont en question. Et alors donc, très brièvement, mon propos, je vais le résumer, si vous voulez, le pitch de mon intervention va être le suivant. Et nous avons fait des choix majeurs. Nous avons mobilisé des politiques publiques et donc des ressources au service de ces choix. Et au bout du compte, nous avons obtenu des résultats pour le moins décevants. Et si votre commission est là, c'est bien parce que le constat a été fait au plus haut niveau d'un échec, mais d'abord un échec des choix qui se sont révélés, je dirais, pas simplement insatisfaisants, mais contre-productifs, et je vais expliquer pourquoi. Évidemment, l'articulation avec le politique, c'est quoi? C'est que ces choix dont il est question ne sont pas tombés du ciel. Ce sont des choix qui ont été faits par un système politique qui s'est révélé très objectivement être un système contre-productif et donc constituer une sorte d'obstacle au développement de ce pays. Voilà, résumé en quelques phrases, le contenu de mon intervention. Alors donc maintenant, je vais dérouler tout cela, disons en 5 points. 1, il faut clarifier ses choix. 2, il faut dire un mot sur les politiques mises en œuvre. 3, les résultats obtenus. 4, les enseignements de Covid, précisément, et on ne dira jamais assez à quel point, heureusement ou malheureusement, peu importe, mais à quel point les enseignements du Covid confortent l'analyse, une analyse qui est ancienne, hein, des tares de ces choix de développement qui ont été faits, et enfin, si possible, les enseignements que la Commission, selon mon humble avis, devrait prendre en compte. Voilà en 5 points ce que je vais essayer de faire, j'espère qu'on me laissera le temps de le faire. Alors d'abord les choix. Les choix, très, très rapidement, je dis toujours, d'abord, j'aimerais bien, pour revenir aussi aux économistes qui ont été évoqués tout à l'heure, vous savez, je n'invente rien. Ce que je vais, en fait, l'effort que je fais, c'est un effort de synthèse. Parce qu'en réalité, ce que je vais dire, ce que je vais récapituler, synthétiser, c'est ce que les économistes marocains analysent, disent, écrivent depuis des décennies. Je dirais depuis Aziz Blel, jusqu'à notre Deloufi, en passant par Habib Malki et d'autres. Hein. C'est un effort de synthèse, mais croyez-moi, c'est des idées qui sont là depuis très très longtemps. Alors, rapidement, je peux dire que ça s'est passé en fait entre le milieu des années 60 et le milieu des années 70, et la source bibliographique, si j'ai l'habitude de le dire, il suffit de revenir au plan de développement de l'époque, aux documents les plus officiels, pour constater tout ce que je vais dire. On a fait un double choix. Le premier, c'est qu'on a voulu construire une économie de marché. On a dit, contrairement à ce qui était en vogue, les économies planifiées, d'État, etc., au Maroc, on a dit on veut une économie où les lois du marché fonctionnent correctement, où le secteur privé. Le secteur privé, soit un secteur dynamique, soit l'acteur majeur du développement, celui qui investit, qui crée des emplois, distribue des revenus, etc., etc., etc. Très bien. Ça, c'est le premier choix. L'autre choix, il est lié à l'intégration de l'économie marocaine dans ce qu'on appelait à l'époque, je rappelle, la division internationale du travail. Aujourd'hui, on dit mondialisation, mais l'idée est la même, c'est la fameuse théorie de la croissance tirée par les exportations. Et donc, nous serions détenteurs d'avantages comparatifs, après on dira compétitifs, et qui font que nous avons intérêt à nous intégrer à cette compte, à orienter l'essentiel de la production d'abord vers la satisfaction de la demande externe, sachant que selon la théorie classique, dans un deuxième temps, les bénéfices de la mondialisation vont rejaillir sur l'économie interne. Voilà très schématiquement les deux choix majeurs. Alors, je dirais en filigrane, il y a un autre choix qui est social, qui est politique. C'est la fameuse théorie du ruissellement. L'idée, c'est qu'il faut, et il n'est pas choquant,
il est même normal de commencer par enrichir les riches, puisque ces riches devaient être des entrepreneurs. Et donc ces entrepreneurs, en investissant, en employant des gens, en distribuant des revenus, et bien progressivement, la richesse ruissellerait, irait de bas en haut et irait irriguer le reste de la société. Donc la prospérité de tous, elle est au bout d'un chemin qui commence quand même par l'enrichissement d'une minorité. Très bien. Alors, ces choix, j'insiste beaucoup là-dessus. Vous pouvez vous amuser, chacun peut s'amuser à examiner l'évolution des politiques publiques, l'évolution des stratégies qui se sont succédées tout au long des 50 dernières années. Ces choix majeurs n'ont pas bougé. Bien évidemment, il y a de temps en temps, ça et là, on y reviendra peut-être dans la discussion, ce que j'appellerais quelques inflexions, notamment à partir de 1999. Oui, bien évidemment, notamment du côté du développement humain. Mais je dis bien, le choix majeur pour l'économie de marché et pour l'extraversion, ce sont les deux choix fondamentaux qui, eux, n'ont pas bougé. Bien. Alors, à partir de là, deuxième point, on a mobilisé des politiques publiques, des ressources publiques, des ressources globales du pays, ça veut dire des ressources naturelles, des ressources humaines, des ressources financières, logistiques, intellectuelles. Tout au long des 50 dernières années, là aussi, je demande qu'on fasse l'effort d'examiner attentivement, je l'ai fait, on l'a fait, notamment, mon cher Nordine, tu t'en souviens, dans le cadre du rapport du cinquantenaire, on a examiné en long et en large les politiques publiques qui ont été conduites sur les 50 années et examinées. En gros, on va s'apercevoir que toutes les mesures, toutes les politiques ont finalement été orientées soit pour conforter l'économie de marché ou le secteur public, soit pour intégrer l'économie marocaine dans le marché mondial, soit les deux. Alors, je n'ai pas le temps, évidemment, de faire tout ça, mais juste à titre, vous rappelez les investissements publics, les fameuses infrastructures économiques et sociales, à commencer par les barrages, vous me souvenez des barrages, la politique des barrages des années 60-70 jusqu'au Tangémed et au TGV, il y a une continuité. Hein. Évidemment, les finances publiques. Les finances publiques, vous savez, la fameuse pompe aspirante et refoulante des finances publiques, elle a fonctionné un peu, mais à l'envers au Maroc. C'est-à-dire que nous avons une pompe aspirante qui aspire les impôts, mais auprès du plus grand nombre, et notamment de la classe moyenne, et qui ensuite, malheureusement, redistribue cela largement plutôt au profit des privilégiés. Je peux prendre comme ça, au hasard, la marocanisation. Les privatisations, la marocanisation, c'est quoi au fond? Si on veut la résumer en deux mots, mais c'est un transfert du capital colonial à la nouvelle classe d'entrepreneurs qu'on voulait enrichir, qu'on voulait développer, donc dont on voulait renforcer l'assise productive. La privatisation, c'est encore un transfert du capital, mais cette fois-ci, c'est du capital public, mais toujours vers la même classe, par la même catégorie, et toujours avec ce même objectif qui est, cette même justification, qui est de renforcer l'assise de cette classe pour lui permettre, dans un second temps, de devenir cette classe qui entreprend, qui investit et qui emploie. Je peux parler des programmes d'ajustement structurel, des plans sectoriels, des accords de libre-échange. Je n'ai pas le temps de détailler. Ce que je dois retenir sur ce deuxième point, c'est que globalement, pendant 50 ans, on a mobilisé des politiques publiques, des ressources de ce pays au service des objectifs. Et donc là, il y a une cohérence, hein, une cohérence tout à fait remarquable. Alors, je dirais, quand on voit les résultats, avec un coût d'opportunité. Parce que vous voyez bien, un économiste raisonne toujours en termes de coût d'opportunité. Si les ressources que nous avons drainées vers ces choix que je viens d'expliquer avaient été orientées vers d'autres choix,
le résultat aurait sans doute été différent. Et si je puis dire, si nous voulons d'une certaine façon avoir une sorte d'appréciation, de mesure de ce coût d'opportunité, je dirais que c'est tout simplement le déficit de croissance, le déficit de développement. C'est cela le vrai coût d'opportunité aujourd'hui. Troisième point. Alors donc, nous avons fait des choix et déployé des politiques pour obtenir des résultats. Alors, là aussi, je répète, si cette commission existe, c'est bien parce qu'il y a un constat, le constat que vous connaissez. Mais moi, j'ai envie de préciser par rapport, si vous voulez, d'évaluer cette stratégie par rapport à ses propres objectifs. Et c'est pour ça que je dis d'ailleurs, mon évaluation, elle est tout à fait objective. Je n'invente rien. Je dis tout simplement, dans cette stratégie, on a poursuivi tel objectif, est-ce qu'on l'a atteint? Et je constate que les résultats sont non seulement contre-productifs, mais souvent, ils sont carrément, c'est de la perversion. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de perversion des objectifs. Je m'explique très rapidement. Alors, on voulait l'économie de marché. Qui peut aujourd'hui nier que nous sommes encore englués dans l'économie de rente et de l'entente et de l'abus de pouvoir? Ai-je besoin, tout simplement, les dernières péripéties du Conseil de la concurrence sont là tout simplement pour dire à quel point on est encore sous ce plafond de verre, disons-le clairement, ce plafond de verre qui est celui de la rente et de l'entente et qui constitue un véritable obstacle. Le secteur privé, est-ce que j'ai besoin de dire, ce sont maintenant aujourd'hui, ce ne sont pas les économistes qui ne s'entendent pas entre eux ou les économistes de gauche qui le disent, mais écoutez le Wali Bank al-Maghrib, écoutez le haut commissaire au plan, écoutez, écoutez, j'allais dire, mon cher Shakib Ben Moussa, je suis heureux de lire, par exemple, sur l'économiste, que tu as dit que le libéralisme nous a déçus. Les promesses du monde néolibéral n'ont pas été tenues. Les opportunités annoncées par le néolibéralisme se sont concentrées sur peu de mains. Je ne peux qu'apprécier, applaudir. C'est concluant tout ça. Encore s'agit-il maintenant de tirer les conséquences, toutes les conséquences d'une telle déception. Mais il est évident, pour faire dire les choses très simplement, que malheureusement, très malheureusement, le secteur public n'a pas rempli sa fonction, pour laquelle il a été tant et tant et tant encouragé, aidé depuis toutes ces décennies. Bien. Et enfin, je dirais, alors le troisième point, on voulait une économie d'export, ben on a une économie d'importation. Ai-je besoin là aussi de dire que le gâchis des accords de libre-échange, j'ai besoin de rappeler que globalement, on va dire sur les 30 dernières années, ben, nous exportons la moitié de ce que nous importons. Bien. Donc, vous voyez bien que, ah oui, il reste la fameuse théorie du ruissellement. Alors, je dirais là, c'est peut-être, peut-être ça défie la loi de la gravité, hein. Parce que ce que chacun constate, c'est que le jus, ben, au lieu de descendre du haut vers le bas, eh ben, il a une fâcheuse habitude plutôt à vouloir continuer à remonter, plutôt essayer de remonter du bas vers le haut. On est, du point de vue des inégalités, encore plus inégalitaire qu'on ne l'a jamais été. Bien. Donc, vous voyez bien que non seulement les objectifs n'ont pas été atteints, je répète, les objectifs qui étaient poursuivis par la stratégie elle-même. Non seulement les objectifs n'ont pas été atteints, mais on arrive à des résultats totalement contre-productifs. Très bien. Alors, le constat étant là, arrive Covid. C'est le quatrième point. Vous savez, ce qui est absolument remarquable, c'est de constater à quel point, finalement, les enseignements qu'on peut tirer de Covid, de cette crise, qui a d'abord été une crise sanitaire, puis est devenue une crise économique, sociale, financière que vous connaissez. Eh bien, c'est qu'en fait, les principaux enseignements qu'on peut tirer rejoignent la critique que je viens de faire de la stratégie qui a été conduite.
Si on peut résumer les enseignements, moi je peux les résumer en 2 points, tout simplement, très très rapidement. Crise sanitaire, crise de la santé publique. Rapidement, chacun peut constater à quel point, eh ben, le besoin, les déficits d'abord, en ressources humaines, en matériel, en équipement, le déficit est effarant. Et du coup, le premier enseignement, ça a été quoi? Ça a été de constater cet immense besoin de réhabiliter les services publics. Bien sûr, les services publics, à leur tête, la santé et l'éducation, mais pas seulement. Les services publics en sens général, les équipements en milieu rural qui en manquent encore tellement, la couverture médicale, la protection sociale, bref, un immense besoin de services publics. Et au-delà, je dirais, des services publics, il y a le besoin de réhabiliter l'État. Réhabiliter l'État dans sa fonction, dans ses fonctions redistributives. Je veux dire par là que, alors je reviendrai peut-être tout à l'heure sur le financement, parce qu'il est évident que pour permettre à l'État de jouer de manière pérenne cette fonction, il faut des réformes de financement, et à leur tête évidemment, une réforme fiscale. En bonne et due forme, évidemment, une véritable réforme fiscale. Bien. Le deuxième besoin, mais c'est un besoin, c'est en rapport avec l'étranger. C'est en rapport avec l'étranger. C'est-à-dire, c'est cette découverte que l'on semble avoir fait, que ben oui, on était tous finalement très vulnérables quand on découvre que pour ces médicaments, on dépend des importations qui viendraient de Chine ou d'Inde. Ben, croyez-moi, ben oui, effectivement, vous avez les plus libéraux parmi les libéraux qui tout d'un coup se prennent à ne jurer que par souveraineté alimentaire. Je peux vous dire que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le mot souveraineté paraissait aux yeux de certains, pour certains, comme une sorte de gros mot, laissé à quelques gauchistes altermondialistes. Maintenant, c'est l'establishment qui parle de souveraineté alimentaire, je dirais tout simplement de besoin de développer une dynamique de croissance interne, d'améliorer, de renforcer la capacité de souveraineté en matière alimentaire, en matière énergétique, en matière médicale. Bien. Et enfin, évidemment, le besoin d'équité et de solidarité. Vous savez, croyez-moi, c'est des moments de vérité, lorsque l'État ouvre une plateforme pour que les gens s'inscrivent pour obtenir les fameuses aides directes, et que vous avez, selon les statistiques officielles, pratiquement 5,5 millions, un peu moins de 5,5 millions de ménages, ce qui, compte tenu du nombre de personnes par ménage, nous ramène à quelque chose comme 25 millions. On est en train de parler de quasiment les 2/3 de la population du pays qui tend la main pour obtenir une aide. Là, vous avez tout. Ça, c'est les enseignements du Covid. Ils nous montrent à quel point il faut, réhabiliter l'État dans ses fonctions d'accumulation et de redistribution. 2, repenser les relations avec l'extérieur. 3, être dans un schéma plus égalitaire et plus solidaire. Voilà, donc ça c'est les enseignements, je termine si vous le permettez, ça c'est les enseignements de Covid. Eh bien que dire? Les enseignements nous amènent directement, donc d'abord l'évaluation de l'expérience de 50 ans, ensuite les enseignements de Covid nous amènent à ce qui peut être un certain nombre d'enseignements à retenir par la Commission. En tout cas, il semble impensable, absolument impensable, que dans ces travaux, la Commission ne tienne pas compte de ces évidences qui viennent de s'imposer. Et donc, pour moi, repenser, alors le modèle, entre guillemets, c'est repenser les choix qui ont conduit à cette situation. Et alors, ça veut dire, vous avez tous compris, ce sont les choix fondamentaux qu'il faut repenser, bien évidemment. Mais je dirais personnellement, je tiens absolument à ça. J'ai dit tout à l'heure que j'allais être sur le terrain de l'économie politique. Je termine. Voilà, merci. Et il est évident
que le préalable à toute réforme économique et politique n'est pas économique. Soyons clairs. J'ai dit tout à l'heure que les choix qui ont été faits par un système politique. Le problème est que ce système politique fait des choix qui ne sont pas légitimés par les urnes, ne sont pas donc légitimés par les besoins de la population. Et une grande partie des dérives que nous connaissons sont liées d'abord à ce premier dysfonctionnement. La deuxième part de ce système politique, appelez-le comme vous voulez. Personnellement, je veux surtout me concentrer sur le contenu. Le deuxième problème, c'est que ce système politique travaille dans la dilution des responsabilités. Nous ne savons pas qui est responsable de quoi. Et sans définir n'importe quel chef d'entreprise, même au niveau de l'économie de l'entreprise, vous dira que le pire ennemi de l'entreprise, c'est la dilution des responsabilités. Et donc, dans la dilution des responsabilités, il n'y a pas de reddition des comptes. Et donc, dans un tel système, on peut prendre des mauvais choix, des décisions. Il n'y a aucun mécanisme institutionnel, je parle moi des institutions, je ne parle pas des... Il n'y a pas de mécanisme institutionnel capable à même, tout simplement, de dire stop. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux évaluer ce que nous faisons? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux réévaluer ce que nous faisons? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux rectifier, corriger, avancer? Le système tel qu'il existe aujourd'hui, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, ne permet pas cela. Et enfin, donc, il n'y a pas de reddition des comptes. Donc, ça veut dire que très concrètement, la réforme politique préalable, j'insiste, préalable à toute réforme économique, doit aboutir, je dirais très simplement, à un système qui, fait des choix en concordance, en symbiose avec les besoins du plus grand nombre, les besoins de la population. 2, doit affirmer, clarifier, définir les responsabilités et les assumer. Et enfin, doit être en mesure de rendre compte. Voilà, je dirais, les 3 règles minimales de bon sens qui doivent caractériser la réforme politique, parce que c'est elle qui sera en mesure d'offrir le cadre du succès des choix économiques. Alors les choix économiques, je les résume là aussi, rassurez-vous, j'ai presque fini. Je les résume en 2, et vous ne serez pas étonnés. Le premier, c'est qu'il faut qu'on aille vers une économie mixte et solidaire. Une économie mixte et solidaire. Une économie où l'État, je dirais, reprend la main, je le dis clairement, et réhabilite ses fonctions à la fois d'accumulation et de répartition. Vous savez, on peut revenir dans le débat. Il est évident que personne ne va dire mais le secteur privé, il n'est pas question de revenir à la préhistoire. Le secteur privé doit se développer si besoin, mais de manière contractuelle, de manière conditionnelle. S'il faut qu'il soit encouragé, il peut être encouragé. Mais je dirais simplement là, compte tenu de la réalité, et encore une fois, malheureusement, c'est structurel, nous n'avons pas encore réussi à avoir cette classe sociale d'entrepreneurs capables de prendre leurs responsabilités en matière de développement. Je dirais, alors, je vais peut-être vous en étonner quelques-uns, mais là, vous savez, je reprends tout simplement une expression de haut-commissaire au plan qui me paraît intéressante en la matière. C'est ce qu'il a dit, l'État ne doit ni attendre, ni évincer le secteur privé. Voilà. Il ne doit pas attendre parce que malheureusement le secteur privé n'est pas encore assez mûr pour prendre ses responsabilités. Il n'a pas à l'évincer parce qu'effectivement il faut le cumuler. Mais en tout cas, nous ne pouvons plus continuer à compter et à ne compter que sur le secteur privé pour nous développer. Premier point. Le deuxième point, évidemment, il s'agit de repenser notre schéma d'ouverture. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire nous avons tout simplement mis la charrue devant les bœufs. Dans tous les schémas historiques que vous connaissez,
Avant de s'ouvrir, on a commencé par créer les bases productives internes. On a musclé le tissu productif. On a gagné, on a réalisé des gains de productivité. Et quand seulement nous avons réussi à développer, on a réussi à développer une offre exportable, ben oui, bien sûr. Après, on s'ouvre. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va gagner. On a quelque chose à exporter. Et on va gagner à l'ouverture. Là, nous avons fait l'exact contraire. Nous avons commencé par signer des accords de libre-échange à gauche et à droite, et après on s'est aperçu, bêtement, que nous n'avons pas grand-chose à exporter, ou en tout cas, sur toute la ligne, nous nous faisons avoir. Il suffit de savoir que nous sommes quasiment déficitaires avec tous les pays avec lesquels nous avons signé. Donc, il s'agit de remettre les choses sur leurs pieds. Il s'agit de commencer par développer une dynamique interne, maximiser la valeur ajoutée interne. On ne le dira jamais assez, très trivialement, le développement, c'est d'abord l'emploi, les revenus, mais c'est la valeur ajoutée interne. Il faut donc travailler à maximiser la valeur ajoutée interne, renforcer les tissus productifs pour ensuite se développer à l'international. Voilà, je m'arrête là. Merci, Najib. J'espère surtout que dans le débat, je pourrai revenir sur certaines questions. Bien entendu, merci.